Je vais vous montrer comment j'ai gagné 25 minutes sur mon dernier Aerox en seulement 5 mois. Je vais vous partager un peu mes tips perso et ceux des meilleurs athlètes du monde. En vrai, j'ai gagné plus 15 minutes que 25. Sur mon premier Aerox, j'ai eu un petit problème technique qui m'a coûté 10 minutes. En fait, j'ai pas le choix pour la miniature et tout. Donc bon. Avant tout, on va vous parler de course à pied parce que c'est ça qui va vraiment vous faire gagner du temps. Les stations, c'est bien de s'y attarder quand on a déjà un assez bon niveau en course à pied. L'Aerox, ça reste quand même 60% de course à pied, voire un peu plus. Pas les stations individuellement qui vont faire gagner beaucoup de temps. Mais bon, si vos stations sont meilleures, vous serez un peu moins fatigué pour votre course à pied. Donc l'un dans l'autre, c'est un peu lié. Bon, tout ça pour vous dire que j'ai gagné que 4 minutes et demie sur les stations. Alors qu'en course à pied, j'ai gagné plus de 10 minutes. Mais bon, si vous voulez être bon sur les stations, vous êtes au bon endroit. On va commencer par le skieur. En vrai, c'est pas une station où il y a beaucoup de trucs à gagner. Le skieur, c'est une station où il n'y a pas grand chose à améliorer, surtout si on est débutant, hormis bouffer du skieur. Et pourquoi pas améliorer sa force au niveau du haut du corps. Honnêtement, si vous n'avez pas un niveau avancé, voire même élite, perdez pas votre temps et votre énergie sur cette station. Le paramètre le plus important, ce sera la résistance. Ça, c'est la résistance de la machine. Plus elle sera basse, plus ce sera facile de tirer, mais du coup, moins vous créerez d'énergie. Bon, après coup, je me suis dit que vous faire un cours sur les ergots en vous expliquant comment les résistances marchent, ce sera intéressant pour la suite de la vidéo. Bah, du coup, on est parti. Le niveau de résistance joue simplement sur la quantité d'air qui est capable de rentrer dans la machine, ce qui va augmenter la résistance ou non. Il y a une très bonne analogie que j'ai trouvée sur Instagram qui marche un peu plus sur le rameur que pour le skieur. Je vous mets l'auteur en description. C'est en anglais, donc bon, aujourd'hui, je ferai office de traducteur. Imaginez que la résistance 1 soit comme un ramé avec une petite pagaie. Ce poids-là, il n'y a pas une surface de contact qui est énorme. Vous pouvez ramer dans l'eau avec une grande vitesse et avec beaucoup de force. Et du coup, le potentiel de force de cette pagaie est limité par sa surface. Elle ne peut pas balayer énormément de surface. Alors que si on prend, imaginons une résistance 10 où la pagaie elle ressemblera à ça. Bon bah certes, ce sera plus dur et ça demandera plus de force, ça sera peut-être moins rapide à pagayer, mais la surface qu'on aura balayée, elle sera beaucoup plus grande. Donc forcément, il y a beaucoup plus de déplacement de matière et donc plus de mouvement. Les résistances, à la base, elles servent surtout à ajuster un certain type d'effort. Par exemple, un 200 mètres au rameur, ce sera pas la même chose qu'à 1 km comme on fait en aérox et encore moins comme un 10 km. C'est pour ça qu'en aérox, on n'est pas le plus efficient possible à une résistance 10 parce que la résistance est juste pas adaptée à l'effort. Néanmoins, votre résistance dépendra quand même de votre force. On n'aura pas tous la même. Par exemple, moi, comme je vous le dis souvent, je suis fort, donc je peux avoir une haute résistance et avoir un rythme qui est quand même assez élevé. Là où on prend par exemple un marathonien ou un mec qui est très fort en course à pied, il aura sûrement une résistance qui sera beaucoup moins haute que la mienne. Le but, c'est de trouver une résistance qui est adaptée à nos capacités physiques et surtout à trouver un bon rapport rythme-puissance pour être le plus efficient possible. Votre résistance optimale dépendra beaucoup de choses, donc votre poids, votre taille et aussi surtout de votre sexe. Donc généralement, les femmes, vous êtes à l'aise entre 2 et 5 et les hommes sera plus 3 et 6. Après ça reste des généralités hein. Si jamais vous êtes à l'aise à 7, ne jetez pas la pierre, même si je pense que 7 et au-dessus, ce sera très peu probable que vous soyez optimal. Du coup pour les tips, c'est un peu les techniques, c'est très simple. Attends, je vais mettre la résistance à 1, histoire de pas me casser les couilles. Le but c'est vraiment d'envoyer tout son poids de corps, avec vraiment toute l'énergie qu'on peut avoir hein, avec l'abaissement au niveau des bras. Envoyer le plus possible de l'énergie, sans aller trop bas. Toute l'énergie, enfin en tout cas la grande majorité de l'énergie que vous allez générer, elle vient de cette amplitude-là. Quand vous allez chercher loin, derrière, c'est un peu de l'énergie perdue, entre guillemets. En plus, ça vous permettra de vous économiser un peu parce que quand on va aller trop bas, on vient un peu en position de squat. Quand on se relève, ça nous bousille un peu les jambes. Pareil, quand on va aller trop bas, on veut trop tendre les coudes, donc congestionne un peu au niveau des coudes et pareil au niveau des dorsaux. Donc le but en envoyant tout son poids de corps vers le bas, c'est de pas cambrer au niveau des lombaires. Vous allez faire cette épreuve pendant 4-5 minutes pour les plus longs. 5 minutes de full cambrure lombaire répétée plus d'une centaine de fois, ça va vous détruire lombaire. Donc faites un peu comme un RDL ou un deadlift où en fait vous venez juste faire ce qu'on appelle un hinge, vous envoyez vos fesses en arrière. Et donc vous voyez que vos lombaires, bon bah ils restent complètement droits. C'est vos fessiers qui prennent tout, fessiers ischio, et donc vous n'avez pas les lombaires qui sont taxés pour le reste de la course. Surtout que vos lombaires ils prennent cher sur les 8 km et même plus que vous avez à faire en course à pied, sur les fentes, les wall balls, le rameur, les burpees aussi un petit peu, les sled push, sled pull, surtout le pull. Donc laissez vos lombaires tranquilles, surtout que c'est la première épreuve. Ce serait con de les démolir pour le reste de la course. Et en plus, ce qui est bien quand vous faites juste un petit hinge, votre mobilité elle est vachement réduite. On peut pas aller hyper bas juste en faisant un hinge. Ça vous aide à pas aller trop bas pour éviter les problèmes que j'ai cités précédemment. Au niveau du rythme, allez-y assez lentement. Ce sera beaucoup plus préférable d'aller à un rythme assez lent mais d'envoyer des grosses patates à chaque répétition. J'aurais pas forcément de rythme à vous donner. Moi là, j'étais aux alentours des 35. Pareil, le but c'est d'avoir chacun sa propre technique et de voir sur laquelle vous êtes le plus à l'aise. Par contre, chez ceux qui sont à un niveau beaucoup plus avancé, voire même élite, on voit que eux, ils ont un rythme qui est beaucoup plus rapide. Forcément, un rythme plus rapide, ça vous fera aller plus vite. Eux peuvent se le permettre parce que chaque seconde compte, mais pour un niveau intermédiaire débutant, ça n'a pas trop intérêt. Vous allez plus vous cramer qu'autre chose. Là, il n'y a pas trop d'intérêt à aller aussi vite. On va enchaîner sur le sled push. Oui, j'ai changé d'habit. Les tournages se sont pas faits le même jour. Laissez-moi tranquille. De toute façon, vous allez voir, j'ai beaucoup changé d'habit dans cette vidéo. On va faire un petit rappel avant de vous expliquer tout ça. Les stations, voyez-les plus comme des obstacles à passer plutôt que des trucs où vous allez gagner du temps. Le but des stations, c'est de les faire le plus vite possible, certes, mais sans compromettre sa course qui arrive. Si on suit ce principe, le sled push, faudra le faire le plus vite possible sans avoir les jambes trop bousillées. Donc, je vais vous montrer quelques tips pour être un peu plus fort. Une des erreurs qui est le plus fréquente, c'est de pousser le sled comme ça. Moi, j'ai du mal
à le pousser. Là, on est à 150 kg. Pour rendre la poussée beaucoup plus facile, c'est tout simplement de se mettre proche du poids. Le repère qu'on voudrait, ce serait à peu près d'avoir le creux du coude dans la barre. Les premières fois que vous le ferez, ça vous fera sûrement un peu mal aux épaules ou du coup au niveau du coude. Donc écoutez, il faudra faire avec. Donc après c'est le même principe. Voilà. Mais en fait là ça bouge tout seul. Là. Franchement, ça n'a rien à voir avec celui-là. Là on voit tout de suite que c'est un peu plus galère. Donc ça, c'est le truc le plus important sur le sled. Deuxième chose, les gens veulent souvent faire des trop grands pas. Ce qui est logique, dans le sens où on se dit, plus je ferai des grands pas, plus j'irai vite. Sauf qu'il faut pas oublier que votre chaîne postérieure, ça reste votre chaîne la plus forte de votre corps. Et que plus vous ferez des grands pas, plus vous serez sur les quadriceps. Voilà, plutôt des petits pas comme ça. Vous voyez, j'ai pas trop de flexion de genou. Alors que si je viens là, déjà, ça me demande beaucoup d'efforts d'amorcer le premier pas. Faites vraiment des petits pas, ce sera beaucoup mieux. Et même si sur le moment, vous n'avez pas l'impression d'aller plus vite, croyez-moi, vous allez aller plus vite. Et ensuite, le dernier conseil, c'est vraiment, ça c'est les 3 piliers du sled push. Prenez des pauses. Faire des allées entières, ça va vous congestionner complètement les cuisses, ce qui est normal. Et il faut pas avoir honte de ça. Quand je parle de pause, c'est vraiment prendre une pause au milieu, 5-10 secondes, on repose un peu nos jambes. Et on repart. Le but, comme je vous l'ai dit, c'est de partir de cette station le moins exténué possible. Je sens que mes jambes, elles commencent à brûler un peu, à congestionner. Hop, je me repose avant d'atteindre le palier où mes jambes, elles vont exploser. Voilà, je les secoue un petit peu. Quand je sens que c'est bon, boum, on repart. Et normalement, j'ai plus ou moins le jus pour finir l'aller. Vous reprenez un petit peu de repos, vous respirez, en plus même pour le cardio, ça va vous faire du bien. Vous faites ça sur 4 allées et ce sera bon. Donc ça, c'est pour les 3 gros piliers du sled push. Honnêtement, il n'y a pas grand chose d'autre techniquement à savoir. Ce sera déjà ce qui fera 80-90% du taf. Maintenant, comment devenir fort sur le sled push? Parce que c'est bien d'avoir de la technique, mais la force sera quand même un facteur tout aussi important. Tous les exercices de force type squat, ce sera les meilleurs exercices pour le sled push. J'ai une grosse préférence pour le front squat. Le contrainte au niveau du gainage qui est incroyable. On a un accent sur la chaîne antérieure au niveau des quadriceps, ce qui lâche toujours en premier sur le sled push. De toute façon, vous allez rarement vous arrêter à cause de vos fessiers ou vos ischios sur le sled push. Vous allez juste sentir vos quads brûler. Après, c'est un exercice qui demande beaucoup de mobilité. Donc, si vous avez un peu des bases en haltéro et que vous savez ce que vous faites, faites-le. Sinon, restez sur du back squat, ce sera tout aussi bien. En vrai, le back squat, c'est quand même l'exercice roi au niveau du bas du corps. Avec le soulevé de terre, faites du squat lourd, développez votre force et surtout bouffez du sled parce qu'être fort, c'est bien. Mais le problème en faisant que de la force, c'est que vous allez congestionner très vite. Il vous faut quand même un travail à côté, un peu d'endurance, plutôt du coup d'endurance de force. Vous travaillez cette capacité à ne pas congestionner trop vite et surtout à supporter l'effort qu'est le sled push. Pour revenir à ce que je disais au début, on veut bien courir après le sled. Le problème du sled push, c'est que forcément, ça va nous détruire les jambes. Ça, c'est un peu inévitable. Donc, ce que vous pourrez faire, c'est travailler sur du sled avec de la course à côté. C'est ce qu'on appelle du compromise run. L'intérêt, c'est d'apprendre à courir avec des jambes fatiguées. Franchement, c'est un gros intérêt. Si vous êtes débutant, voire même intermédiaire, ça restera quand même plus intéressant de vous focus en course à pied en général plutôt que sur du compromise run. Si on est très fort en course à pied, on sera fort en compromise run. Néanmoins, si vous êtes à un niveau un peu plus avancé, n'hésitez vraiment pas à faire du sled et de la course à pied enchaînée pour vraiment vous familiariser avec cet effort. Je dirais même du sled plus lourd. Le ressenti entre les 150 kg Fitness Park et Aerox, c'est pas du tout le même. Il y a franchement un bon 30-40 kg d'écart entre les deux, je trouve. Donc mettez du sled lourd, faites de la course juste après. Vraiment, si vous voulez être fort sur le sled push en compétition, faites du sled push très lourd. Et donc on va passer à l'épreuve juste après, le sled pull. Troisième épreuve, sled pull. J'ai encore changé de vêtements, je crois. La station la plus technique à mes yeux, une des plus dures, mais c'est aussi celle où je suis le plus fort, sûrement à cause de mes 5 ans de street, qui m'ont donné une bonne force de tirage qui aide pas mal du coup sur le sled pull. Donc ce qu'on va voir d'abord, c'est la technique. Pas mal de manières de le faire. Je vais vous donner un peu la plus conventionnelle et je vais vous donner ma technique que je suis en train un peu de peaufiner. Je pense qu'il y a pas mal de trucs à optimiser sur le sled pull et j'essaie de mettre ça un peu en place. Le sled pull, c'est un mouvement d'extension de hanche en grande majorité. Quand vous allez prendre la corde, le but ça va être simplement de créer de la tension dans la corde. Comme sur un deadlift, on engage les fessiers, mes ischios à fond, les dorsaux, les bras, etc. Enfin, les bras sur un deadlift, on vient pas les plier, mais bon, là on peut. On engage et on vient juste rentrer ses hanches dans la corde. Donc ça donne ça. On engage, on tire avec les bras et le dos et on vient faire des petits pas. Bon là du coup, c'est tout juste, je mords un peu la ligne, je suis allé un peu trop loin. Le jour de l'épreuve, vous aurez environ 1m80, donc environ de là où j'ai mon pied jusqu'à la fin de la ligne. La corde que j'ai, elle fait un peu moins de 8 mètres. Donc forcément, c'est simple de la tirer parce qu'elle est courte. Le jour de l'épreuve, elle fera quasiment 13 mètres. Forcément, mécaniquement, ça fait que c'est un peu plus dur. Ça, c'est la technique un peu conventionnelle, on va dire. Je vais vous expliquer un principe que j'ai découvert, que je pense que beaucoup de gens ont découvert, hein, je m'approprie rien. C'est qu'en fait, le sled, il sera facile à bouger quand il est en mouvement. Si je veux faire des petits pas comme ça, ce sera difficile d'amorcer les premiers petits pas. Mais une fois que ça bouge bien. C'est un peu le principe qu'on a sur la technique que je vous ai montré juste avant, de créer de la vitesse, d'inertie dans le sled pour ensuite avoir des petits pas qui sont faciles à faire. Je pense, c'est une technique que là je suis en train de travailler, donc à prendre avec des pincettes, je vous la partage parce que c'est une vidéo où plus je vous partage mon expérience plutôt que des tips véritables. Je pense que le mieux à faire sur le sled, c'est de créer une énorme inertie au début avec son dos et ses bras pour exploiter une extension de hanche qui est énorme. Ça donnerait un peu ça. On viendrait tirer déjà avec les bras et le dos pour vraiment exploiter
une extension de hanche qui est très forte. Je pense que c'est le meilleur truc à faire. Là, ça peut paraître un peu bizarre comme mouvement, mais parce que j'ai pas ajouté les petits pas. Le vrai mouvement, ce serait ça. Voilà, comme je vous dis, je suis en train de bosser la technique, donc je pense que je suis allé beaucoup trop loin. Mais vous avez vu ou pas comment mes petits pas, ils sont beaucoup plus rapides que quand je les fais de la manière conventionnelle. Et en vrai, ce qui serait logique, serait de se dire, bah oui, vu que tu utilises plus tes bras, forcément le sled bouge plus. C'est pas qu'il bouge plus, c'est vraiment un peu exponentiel, c'est peut-être pas le bon terme. Mais en fait, il y a vraiment une diff qui est énorme. Il n'y a pas juste mes bras qui tirent plus. Il y a vraiment un sled qui est beaucoup plus léger quand j'utilise mes hanches et quand je fais mes petits pas. Je pense vraiment que c'est une meilleure technique que la manière un peu conventionnelle. Après, pareil, apprendre avec des pincettes, en sachant que moi j'ai 50 street, forcément j'ai une grosse force de tirage. Je vais le répéter tout le temps dans la vidéo, ça je vous préviens. Donc forcément, j'ai une capacité à tirer 100 kg comme si c'était presque rien. Ça me permet de créer de l'inertie et après faire tout ce que je vous ai expliqué. Vous n'avez pas tous cette force, loin de la même. Mais je pense que c'est quand même la manière la plus optimale de le faire. Toujours à nuancer, là c'est à 100 kg, c'est pas 150 comme en pro. Je pense qu'en pro c'est un peu moins jouable de faire ça. Je pense toujours que ce principe de créer de l'élan, de l'inertie en tout cas via ses bras, pour ensuite avoir une grosse extension de hanche, il est quand même toujours applicable. Mais bon, à 150 kg, faut vraiment avoir une bonne force. C'est ma technique que je suis en train de peaufiner et vraiment je sens le sled, en fait je le tabasse. Je vous partage mes tips perso, je vous partage aussi un peu les trucs conventionnels histoire que bon, je vous donne pas juste mon expérience personnelle et que ça convienne pas forcément à tout le monde. Maintenant, je vais vous donner les meilleurs exercices pour avoir un gros sled pull, même si le meilleur exercice en vrai ce sera du sled pull pour bosser votre technique et aussi juste être à l'aise, bosser votre force sur le mouvement, etc. Le deadlift sera pour moi le meilleur exercice qui puisse exister pour un bon sled pull. Vous aurez tout, votre grip, votre extension de hanche. Comme je vous l'ai dit, le sled pull c'est surtout un mouvement d'extension de hanche, votre engagement au niveau des bras et des dorsaux et votre gainage parce que le sled pull ça peut vite taxer les lombaires et si vous avez un gros deadlift, souvent vous avez des lombaires qui sont vraiment costauds de ouf et vous les sentez pas sur le sled pull. Par contre, c'est un mouvement qui peut être un peu dangereux. Il est très facilement mal fait, surtout quand on commence à charger lourd, peut très vite se faire mal au dos surtout. Donc si vous savez pas vraiment comment le faire, il y a une prochaine vidéo qui arrive d'ici 2-3 semaines je pense, où je vais vous montrer un peu comment bien le faire. Attendez ma vidéo et vous allez savoir comment faire un bon deadlift. Ensuite, un deuxième exo, c'est du sled pull mais tirage bras. Cet exo, au début, je pensais qu'il servait pas à grand chose. Je me suis rendu compte qu'avoir un gros tirage, ça sert au sled pull parce que même au-delà du fait que si vous faites la technique conventionnelle et que vous tirez pas avec vos bras, ils sont quand même toujours engagés parce qu'il y a toujours ce maintien dans le tirage même si vous n'avez pas de flexion au niveau du coude. C'est un peu comme au deadlift en fait, vous sentez votre dos qui est tout le temps engagé. Il y a toujours du tirage dans le sled pull et le fait de vous entraîner pour un tirage spécifique, dans tous les cas, ça vous servira. Vous pouvez pas être plus fort que votre maillon le plus faible. Si vos bras, vos biceps commencent à lâcher, à congestionner, que c'est ça qui vous fait arrêter plutôt que votre cardio, votre force au niveau du bas du corps, vous vous arrêterez en fait. Donc le fait de bosser votre tirage spécifiquement, ça vous rendra votre tirage plus fort et donc ce sera plus votre maillon faible. Et je vous spoil, votre maillon faible, c'est surtout votre tirage. Pas forcément le tirage, mais vraiment votre facteur de congestion au niveau des bras et de votre grip qui va vous faire arrêter. Pareil, au niveau du dos aussi, ça peut être un peu problématique, même si ça l'est moins, je trouve. Et voilà l'intérêt du sled push, tirage bras uniquement. Moi personnellement, j'ai un circuit qui vraiment m'explose les bras. Je fais 30 mètres de sled à 120 dans les descentes sans s'arrêter le plus vite possible. Et après, on enchaîne avec du biceps curl marteau. Bon, soit pareil, les poids vous variez. Moi, vu que j'ai des biceps un peu claqués, je suis à 12,5. Mais voilà, un autre exercice qui peut être cool. Enfin, en vrai, c'est deux exercices, mais c'est une variante d'un exercice. Du rowing, buste penché. L'intérêt sur tous vos muscles de tirage, votre engagement au niveau des lombaires, fessiers, ischio et votre grip forcément. Le mieux pour moi c'est de le faire sans sangle, vraiment bosser votre grip parce que c'est souvent un facteur qui sera limitant sur l'Aerox, sur les sleds, le rameur, le farmer carry. Autant vous entraîner à avoir un grip qui est énorme et qui tient sur toute une course plutôt que d'avoir des sangles et pas bosser ce facteur. L'autre variante, je sais pas comment elle s'appelle, mais c'est la même chose sauf qu'on part du sol. La barre est au sol et on vient juste la tirer comme sur un deadlift en fait, sans inertie entre guillemets. Beaucoup d'autres exercices. En vrai, tout ce qui bossera votre extension de hanche, ce sera intéressant. Là, je pense à du kettlebell swing, du gorilla row aussi, ça peut être intéressant parce que dans le même principe, on part d'un poids qui est un peu mort, bien engagé au niveau de notre chaîne post, fessier, ischio, nos muscles de tirage. En plus, c'est de l'unilatéral, ce qui peut être intéressant pour beaucoup de gens. On a souvent des faiblesses entre le côté droit et le côté gauche. Les exos de tirage qui focus uniquement le tirage, ce sera pas le truc le plus intéressant, à moins que vous ayez vraiment un gros déficit au niveau du tirage. Les exos de renfort de tirage, ce sera toujours cool. Donc moi, je pense surtout aux tractions, bon, voilà, passif de streeteux. Il y a une machine que j'aime beaucoup, c'est du tirage unilatéral sur une machine. Et pareil, vu que c'est unilatéral, c'est toujours mieux que du bilatéral à mes yeux parce que on règle certains déséquilibres. Mais attention sur cet exercice parce que vous pouvez pas mal utiliser votre buste au lieu de tirer vraiment comme ça. On vient des fois de tirer un peu comme ça en cherchant vraiment avec notre buste fait que c'est plus vraiment un exo de tirage, mais un exo de rotation quoi. Sinon, ça reste un bon exercice. Faut juste retenir cette intention de vraiment tirer avec les bras. Renforcer votre tirage, ce sera intéressant, mais pour moi pas le truc le plus important si vous voulez être fort au sled pull. On va passer au plus important. Pour être bon au sled pull, il faudra faire du sled pull. C'est un exo qui est très technique, il y a un rythme à prendre. C'est beaucoup en vrai un exo de rythme. Si vous êtes désynchronisé sur votre rythme, vous serez pas bon. Et même dans votre intensité entre guillemets, si vous mettez pas la bonne intensité, vous allez perdre votre rythme. C'est intéressant de mettre plus lourd le sled pour vraiment être à l'aise à 100-150 kg pour pouvoir garder un rythme qui est bon et qui est efficient pour vous. Le sled pull, il faudra le bosser plus lourd, mais aussi au poids de la course. Il y a vraiment une histoire de rythme à avoir, un peu une chorégraphie. En vrai, comme je vous ai montré, on a un engagement, un tirage, des petits pas, on revient. Et d'ailleurs, je vous ai pas dit pour la corde, vous avez fini votre tirage et que vous avez la corde dans vos mains. Il y a plusieurs manières de revenir. Soit vous la gardez dans vos mains. Moi, pendant longtemps, j'ai fait ça. Je trouvais que c'était la meilleure option. Ensuite, vous avez juste à, voilà, retirer. Et voilà. Aujourd'hui, je suis quand même plus fan du fait de, une fois qu'on est là, on lâche complètement la corde
et on vient la reprendre et après on retire. La corde, vous la laissez sur le côté, jamais au milieu, parce qu'en fait si vous la laissez au milieu, elle va s'accumuler au milieu. Quand vous allez tirer, il y a de grandes chances pour qu'elle vous gêne, que vous marchiez dessus, que vous plissiez, enfin bref, toujours sur le côté et laissez-la tomber. Je pense que c'est le mieux parce que vous réinitialisez complètement, on va dire, votre tirage. Là où quand on la garde, on est toujours un peu dans la volonté d'aller vite devant. Que là, on pose la corde, on se prend 2 secondes histoire de revenir. Et en plus, je trouve que le fait de lâcher la corde, on se concentre plus sur où est-ce qu'on se place au niveau de la ligne. On peut vraiment se mettre au bord, aller chercher vraiment très loin pour après retirer. Là, on est un peu pressé par la corde, voilà. On va être plus concentré sur le fait de maintenir la corde plutôt que où est-ce que je place mes pieds, et vous pouvez parfois mordre ou parfois ne pas mordre, mais être vachement loin de la limite, ce qui du coup est un peu dérangeant parce qu'en vrai, en fait, j'ai encore une bonne vingtaine de centimètres à grappiller. Donc 20 cm par 20 cm, ça fait beaucoup sur les 50 mètres du sled pull. Je vous rappelle toujours, mes bouffées du sled pull, c'est l'exo le plus technique à mes yeux sur l'aéro. Faudra en bouffer. C'est un exo de force comme le sled push, mais avec beaucoup plus de technique. Le facteur technique est quand même plus important que le facteur force sur cet exercice-là, je trouve. Bouffez-en, 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 trouvez un rythme, soyez à l'aise et tout ira bien sur votre station. Quatrième épreuve, les burpees. Alors celui-là, je le trouve assez intéressant parce qu'au début, je pensais qu'il n'y avait pas trop de méthode magique, il fallait juste en bouffer, en bouffer, en bouffer. Finalement, avec ma prépa, j'ai découvert pas mal de trucs assez intéressants. Au niveau des techniques de burpees, il y en a plein. On a des burpees où on se relève sur les genoux, des burpees où on se relève en fente, on a des burpees où on s'arrête jamais. J'aurais pas d'autres noms pour les définir. Il n'y a pas forcément de technique pour débutants et de technique pour avancer. On voit souvent chez certains champions utiliser différentes techniques de burpees dans la même course. Les burpees, ça vous détruit tellement la gueule. En fait, vous devrez adapter forcément votre technique à votre forme du jour. Essayez d'être à l'aise le plus possible sur toutes les techniques et le jour J, il faudra juste adapter en fonction de comment vous vous sentez. On va voir les trucs à ne pas faire, parce que c'est un mouvement qui est très souvent mal fait, ou en tout cas il y a des petits trucs sur lesquels on peut jouer qui font une grosse diff. La première erreur, ce sera de faire des trop gros sauts. Ça peut paraître un peu contradictoire. En fait, ça va vous faire arriver d'une manière pas stable sur le sol, et en fait vous allez perdre du temps à vous restabiliser et vous allez surtout perdre de l'énergie pour contrebalancer l'énergie en trop que vous avez mis vers l'avant. Donc faites des burpees où vous avez des sauts pas trop grands, où vous êtes sûr d'arriver bien stable sur le sol, en apprenant à bien utiliser vos bras pour vous propulser vers l'avant. Alors un dernier petit tip, ce qui marche pour moi, mais je pense que ça marche pas forcément pour tout le monde, c'est de pas se relever en pompe, parce que ça va vous congestionner les épaules, les triceps, tout le haut du corps. Mais en même temps, une pompe, ça peut vous permettre de vous relever de manière plus rapide. Donc ça dépend de votre niveau de forme sur le haut du corps, je pense. Comme je vous ai dit, de toute façon, le jour J, il faudra adapter en fonction de votre forme. Ça sera à vous de voir. Bon, maintenant, on va voir comment on peut améliorer vos qualités physiques par rapport aux burpees. Ça va surtout vous bousiller le cardio. C'est le premier truc que ça va vous flinguer. Après, il y aura peut-être une congestion au niveau des jambes et du haut du corps, mais c'est surtout le cardio qui va vous lâcher en premier. Donc tous les exos de conditioning au niveau du cardio seront les bienvenus. Très grosse préférence pour l'assaut bike. Je trouve que c'est l'outil de conditioning parfait. Ça vous détruit le cardio, le haut du corps, le bas du corps. Il n'y a pas d'impact, pas besoin de technique. Il y a juste à bourriner. Donc que demander de plus? Et même des entraînements un peu intenses en course à pied seront les bienvenus pour bosser un peu une filière plus intense que l'endurance fondamentale par exemple. Tout ce qui bossera votre cardio, ce sera le bienvenu pour les burpees. Ensuite, on a un exo qui m'a beaucoup aidé, des burpees box jump. Ça vous forcera à mettre de la puissance dans vos sauts, ce qui vous permettra de faire des plus grands sauts et donc de faire moins de burpees le jour de l'épreuve. Moi, c'était mon problème, c'est que je faisais des tout petits sauts et donc je mangeais un nombre de burpees infernal. Je sortais des burpees avec les jambes, les épaules complètement bousillées, mon cardio qui me permettait pas de recourir juste après. Et le dernier petit truc, j'ai pas testé, mais je pense que ça peut être intéressant, des burpees lestés, que ce soit avec un gilet ou juste avec des haltères. Juste faut faire attention au niveau des impacts. Comme si vous êtes déjà très lourd de base, vous êtes un peu en surpoids ou quoi, faites attention. Et même si vous n'êtes pas entraîné, rajoutez une dizaine de kilos à votre poids de corps sur des burpees où on atterrit fort sur le sol, ça peut être un peu dangereux. On passe au rameur. Donc déjà, il faudra bien régler votre lanière, je sais pas comment on appelle ça, pour que votre pied soit bien ancré et que vous soyez à l'aise sur votre rameur. Pour moi, ce que je préconiserais, serait d'avoir la languette à la fin de votre os du pouce. Comme ça permet d'avoir les pouces un peu libres. Que si je les mets ici, mes doigts sont un peu bloqués. Déjà, ça fait un peu mal, c'est pas agréable et on est moins à l'aise tout simplement. Et si c'est trop loin, déjà, c'est difficile à mettre. Et en plus, on a moins de retenue sur notre pied. Je pense que le mieux, ça reste quand même de le mettre pile entre, on va dire, la jonction entre les orteils et votre pied. Il y aura beaucoup de choses qui ressemblent au skieur, notamment au niveau de la résistance. Pour moi, la résistance sur le rameur, elle doit être un cran au-dessus de celle du skieur. Après, je pense que ça dépend des gens, toujours. Moi, je suis plus à l'aise avec un cran au-dessus parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai une grosse force de tirage et même j'ai pas mal de force dans les jambes. Donc, pareil, ça me permet de mettre un cran au-dessus. Là où le rameur sera différent du skieur, c'est qu'en fait, tu auras beaucoup plus besoin de pousser dans ses jambes. Autant le skieur, on utilise beaucoup son poids de corps pour se laisser tomber et ramener l'énergie vers notre corps. Là, c'est nous qui devons la créer avec nos jambes et notre tirage. Donc, c'est pour ça que je pense qu'un cran au-dessus, c'est un peu mieux parce qu'on a plus de capacité à créer de l'énergie. Comme on sent surtout qu'on tire avec les bras et pas forcément avec les jambes, les gens oublient qu'en fait, 80-90% de notre force vient du bas du corps. Tous les exos de renforcement au niveau de la force sur le bas du corps seront les bienvenus. Et pareil pour les exos de tirage. Comme on a beaucoup d'exos jambes après le rameur, notamment les fentes et les wall balls, ce serait pas
déconnant d'avoir un peu plus de force sur le tirage pour économiser un peu plus ses jambes pour le reste de l'épreuve. Niveau exercice de force, je privilégierais du back squat, pas du front squat comme j'aurais pu le dire sur le sled push. On est vraiment sur un exercice avec beaucoup plus une extension de hanche, une extension du genou, du soulevé de terre parce que pareil on est sur une extension de hanche, du kettlebell swing, ça peut être très intéressant à faire en renforcement sur un circuit ou un exo de tirage aussi sur votre circuit pour travailler sous fatigue au niveau du tirage sur le rameur. Forcément, il n'y a pas de secret, il faudra bouffer du rameur pour trouver une technique où vous êtes à l'aise dessus. Au-delà de la technique, juste être à l'aise avec cet effort. Mais il y a quand même quelques techniques générales. Ce qu'on va vouloir niveau technique, c'est d'aller le plus loin possible en avant pour aller le plus loin possible, mais pas forcément trop loin en arrière parce que un peu comme au skieur en fait il y a une sorte de perte d'énergie sur la fin du mouvement. C'est un peu une courbe où en fait notre potentiel de force est très fort au début et très bas à la fin. Donc ce qu'on va vouloir faire c'est vraiment partir très proche, envoyer fort dès le début et sans forcément aller chercher très loin en arrière parce que comme je vous l'ai dit, c'est un peu de l'énergie perdue. Et ce que j'aime bien faire, c'est un petit chips qui peut taxer un peu les lombaires, donc ça pareil ce sera à voir en fonction de chacun. Avoir une légère courbure au niveau des lombaires comme ça où en fait on vient chercher cette petite amplitude supplémentaire avec les lombaires, ça nous donne un peu plus de force. Si vous avez des lombaires un peu faibles, ça peut faire un peu mal, vous pouvez congestionner, c'est pas ce qu'on veut. Auquel cas, vous pouvez rester complètement droit et là vous êtes vraiment juste essayer un peu le devant de la cuisse. Ce qu'on veut surtout, c'est vraiment de pousser d'abord dans les jambes, puis les bras et on vient chercher un petit peu derrière avec le buste sans que ce soit abusé. Donc d'abord jambes, puis bras, puis on vient chercher à envoyer son buste un peu derrière. Faut pas faire ce que je fais, je tire un peu haut, mais le fait de tirer haut, ça vient nous taxer les épaules, donc on vient garder notre tirage assez bas. Au niveau du rythme, votre rythme il sera forcément moins rapide que sur un skieur. Ce que je vous conseillerais si vraiment vous avez un cardio qui est pas foufou, ce serait de vraiment tirer le plus fort possible. Au début, prendre une petite pause, on va dire une demi-seconde, une seconde, voilà, pour respirer un peu et on repart. Donc ça donnerait ça. Voilà. Donc là j'arrive à une allure où je suis à 2 minutes 5 aux 500 mètres, une allure franchement pas trop mal. Et si vous avez un cardio un peu plus haut niveau, vous pouvez faire une technique où vous avez un rythme un peu plus important, où ça ressemblerait un peu plus à ça. En fait pareil, vous allez chercher loin, mais en fait votre temps de repos, entre guillemets, vous allez le chercher juste sur votre descente. C'est pas archi dur pour un kilomètre, je pense que je meurs. Et voilà, le principe c'est toujours de pousser fort sur les jambes au début, amener avec les bras sur la fente. Et là voilà, petite erreur technique, je tire un peu trop haut, donc je corrige, je le tire, je retire un peu vers le bas. Et voilà, là je suis à environ 1,55 aux 500 mètres, donc vous voyez que c'est beaucoup plus dur pour quelques secondes. Là en fait si je tenais ce rythme là, au lieu de ce que je faisais sur la première technique avant, je gagne en tout une quinzaine de secondes, alors que bon on sent déjà que je suis un peu plus essoufflé. Donc bon, est-ce que ça a un intérêt? Oui, quand on est avancé, voire élite, sinon ça vaut pas le coup. On passe au farmer carry. C'est l'épreuve qui m'a le plus cassé les couilles dans ma prépa. Pas forcément parce qu'elle me faisait perdre beaucoup de temps, mais parce que j'avais l'envie de faire 200 mètres d'un coup, ce que j'ai réussi à faire. Comment j'ai dû m'enculer pour les faire, c'était des efforts un peu inutiles en vrai. En plus moi qui ai 5 ans de street dans les pattes, je me suis dit que niveau grip, dos, on allait être bien. Et bah pas du tout. L'épreuve me détruisait la gueule, mais bon. On a bossé et ça a marché. Les farmer carry, c'est pas un secret. Ça va vous exploser votre grip, aussi votre trapèze pour pas que vos bras s'arrachent sous les poids. Et il y a aussi un truc que j'avais pas tilté, c'est le cardio. Courir avec un gros pourcentage de son poids de corps. J'avais du coup 48 kg, ça doit faire 70% de mon poids de corps peut-être. Je suis pas sûr de mon calcul, mais je pense qu'on n'est pas loin. En fait, en termes de course, ça vous détruit le cardio. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bonne question. Vous l'avez pas posé, je sais, c'est moi qui l'ai posé. C'est un exo sur lequel vous pourrez pas progresser sans en faire. Faudra en bouffer, en bouffer, en bouffer, en bouffer. L'avantage et aussi un peu l'inconvénient de cet exercice, c'est que vous pouvez en faire beaucoup. C'est pas traumatisant pour votre corps. Vu comment j'en ai bouffé pendant ma prépa, faut vraiment abuser pour avoir des douleurs qui apparaissent. Après, bien que je rappelle, j'ai 50 street dans les pads, des très bonnes structures en termes de poigne, c'est à prendre en considération. Tous vos exercices de tirage qui renforcent vos trapèzes, etc., ils seront un peu inutiles en vrai pour les farmer carry. J'ai un dos qui est vraiment monstrueux comparé à la plupart des mecs qui font de l'Aerox, et pourtant mes trapèzes, ils ont subi comme pas possible. C'est le premier truc qui lâchait avant même mon grip. Résumez pas les exos de tirage à des gros trapèzes et donc être fort au farmer carry parce que c'est pas du tout le cas. Pour moi, les farmer carry, c'est important de les bosser un peu sous fatigue avec un cardio qui est déjà un peu entamé et pourquoi pas du grip qui est déjà un peu entamé parce que le jour J, vous allez avoir déjà beaucoup de fatigue dans les pattes, surtout qu'en plus le sled push, le sled pull, les 6 km du coup que vous allez manger, ils vont déjà vous bousiller les jambes et pour courir avec les kettlebells, ça va être dur, donc autant vous renforcer fortement sur les zones cibles pour être plus à l'aise sur votre course avec les kettlebells. Donc pour ça, va falloir bouffer du farmer carry à foison en circuit plus lourd que le jour de l'épreuve avec plus de distance et assez souvent. Je tiens à rappeler quand même que c'est pas un exercice qui va vous faire gagner beaucoup de temps, c'est l'exercice le plus rapide de l'Aerox. En moyenne, on met 2 minutes, je pense, ou peut-être un peu plus. Focussez pas ce mouvement, vous aurez une vingtaine de secondes à tout casser
à gagner. Je pense quand même que s'entraîner pour ne pas être trop fatigué, sorti des farmer carry, c'est intéressant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, moi, j'ai fait le con, j'ai tout fait d'un coup, sorti des farmer carry, j'étais cuit de ouf. Bah, je crois que c'est là où j'ai eu mon BPM le plus haut de toute la course. Un calvaire pour courir. Ce que j'aurais dû faire, c'est juste poser les kettlebells 5 secondes, même 10 secondes, ça aurait été bénéf en fait, pour repartir et ensuite pouvoir enchaîner ma course tranquillement. Ce serait pour moi ça le plus gros intérêt de bosser les farmer carry. C'est pas pour aller plus vite sur la station en tant que tel, mais plus pour ne pas subir votre course juste après. Vous pouvez faire plein de circuits, franchement, libre à votre imagination. Je vais vous en donner quelques-uns que moi j'ai fait, que je trouve intéressant pour que vous ayez un peu une idée de ce qu'on peut faire. Et aussi, voilà, je vous donne des trucs, c'est cadeau, remerciez-moi. Sucez-moi. Donc je vais vous partager 2 circuits. Le premier, c'est, vous avez un nombre de tractions à faire. Je prends mon exemple, j'en avais 75 à faire. Et à chaque fois qu'on lâche la barre, on a 60 mètres de farmer carry à faire. Moi, je les faisais à 30 kg. Pareil, à vous de jauger vos distances, vos nombres de tractions et le poids que vous mettez sur les farmer carry. Donc l'intérêt de cet exercice, c'est de vous mettre un peu à l'échec sur vos muscles de tirage, donc surtout vos grands dorsaux, les trapèzes aussi qui tapent pas mal, les biceps et les avant-bras aussi qui vont prendre très cher, pour ensuite aller encore plus les enculer sur du farmer carry. Le facteur cardio, il va être très important, parce que le fait de jamais prendre de pause, enchaîner les tractions, ensuite aller prendre des haltères assez lourds pour aller marcher avec 100% de son poids de corps, forcément niveau cardio c'est quand même un peu piquant. Et donc croyez-moi, après ce circuit vous allez avoir des avant-bras prêts à exploser, pareil des dorsaux prêts à exploser, des biceps prêts à exploser, et même au-delà de ça en vrai ça vous fait un bon renfort pour tout ce qui est sled pull, rameur. En parlant de rameur, on a un deuxième circuit où on en a. Bon ça c'est un peu un circuit complètement débile mais qui je pense a un peu d'intérêt en vrai. En fonction de comment vous le faites, moi je l'ai fait de manière débile. Je me suis fixé une distance de farmer carry que je voulais faire. 1 km. Voilà, parce que pourquoi pas. Donc le but c'est de faire un max au farmer carry et dès que je lâche 500 mètres de rameur. Il n'y a aucun repos sur votre grip. Je vais faire une petite digression sur le rameur. Votre capacité de tirage, elle est très liée à votre poigne en fait. Si vous n'avez pas une poigne qui est capable de supporter l'énergie que vous mettez sur votre tirage, bah, vous lâcherez en fait. Et si vous testez cet exercice, vous allez vous rendre compte de quoi je parle. Donc vous allez avoir un grip qui va exploser, le cardio pareil. Le but du rameur c'est quand même de le faire à une intensité un peu modérée. Il faut pas que ce soit du repos total non plus. Donc voilà, ça vous fera un petit circuit, enfin un long circuit en fonction de combien vous faites. Pendant 1 km, moi je l'ai même pas fini. Vous allez avoir surtout votre trapèze, votre grip et votre cardio qui vont être morts, très spécifiques au farmer carry. Donc c'est intéressant. Voilà, la conclusion est un peu claquée, mais maintenant que j'y pense, il y a un exercice que je trouve pas mal pour améliorer le farmer carry, c'est du dead hang. C'est juste en gros le fait de se pendre à une barre sur un temps défini et forcément ça va vous bousiller un peu vos mains et votre grip. Sur le dead hang, ce qui lâche en premier, c'est pas tant le grip et plus la douleur qu'on peut avoir sur les mains. Après ça dépend si vous avez des mains d'homme de Cro-Magnon, peut-être pas. Le dead hang tout seul, encore une fois, c'est pas très intéressant. Le dead hang en circuit, là ça devient cool. J'avais un circuit qui était pas mal. Vous avez du sled pull, du dead hang et du rameur. Donc voilà, toujours un complexe où on a tous nos muscles de tirage qui sont souvent engagés, notre poigne aussi qui prend pas mal. Donc voilà, vous pouvez vous inspirer de ça pour vos circuits. Donc voilà, maintenant libre à vous d'imaginer les circuits que vous voulez faire. Je vous rappelle que ça sert à rien de s'attarder sur cette station, mis à part pour ne pas être trop fatigué une fois sorti de celle-ci. Bon, vous attendez peut-être à ce que je vous donne des techniques. Il n'y en a pas. S'il y a un petit truc qui pourrait être pas mal, bon, on va prendre 24 kg parce que on a besoin de poids pour que ce soit bien parlant. Il y a des gens qui commencent une fois qu'ils ont les 2 poids dans les mains. En gros, ils font ça. Hop, et une fois qu'ils sont bien, ils partent. Il n'y a aucune règle qui explique qu'il faut être complètement droit ou quoi qu'est-ce avant de partir. Donc, autant faire ça, partir un peu en avant. Boum. Et là, vous voyez qu'on peut gagner pas mal de temps. Surtout qu'en plus, au niveau du deadlift, ça va vous rendre ça plus facile, juste mécaniquement. Ensuite, il y a un deuxième tips que moi, j'ai essayé, que je comprends pas trop. Il y a des gens qui prennent les poids comme ça. Moi, ça m'aide pas. Ça me dérange plus qu'autre chose. Je comprends pas vraiment l'utilité. Après, peut-être que je le fais mal. C'est possible aussi. Moi, je suis plus à l'aise comme ça, quoi. Et d'ailleurs, votre pouce, vous prenez pas trop la tête, hein, ça sert pas à grand chose qu'il soit en bas ou en haut. Le pouce, ça peut vous aider, mais c'est pas ça qui va vous sauver. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur les farmer carry. J'ai rien d'autre. Hein. Ah! Si j'avais une technique. Si, je peux vous parler d'un petit truc que j'ai vu récemment. Il y a des gens qui ont découvert une technique, ils balancent le poids pour se donner de l'élan. Et apparemment, ça marche de ouf. Mais j'ai jamais testé, du coup, je pourrais pas vous dire. J'aurais des gens qui font ça. Bah en vrai ça va parce que du coup ça fait un effet balançoire. Ouais t'as vu, ça va archi vite. Du coup en vrai vous pouvez tester, j'ai jamais testé encore mais je pense que c'est pas mal en vrai. Je pense que c'est une bonne manière de donner de l'élan et d'utiliser le poids à son avantage. Et maintenant que j'y pense, il y a une autre manière d'utiliser le poids un peu à son avantage. Si vous avez une course où vous avez des virages un peu serrés, au lieu de faire des virages un peu classiques comme ça, hop, vous voyez qu'on perd un peu de temps et que vous êtes à l'aise avec les farmer carry, vous pouvez faire des virages comme ça. Ça va plus vite, mais par contre faut pas se foirer parce que sinon ça part en couille. Maintenant que je suis en train de penser, on peut même combiner cette technique avec le swing que je viens de vous montrer. Imaginons, là il y a un virage, hop, j'envoie le poids en arrière. En vrai ça passe. Hein. Ah, je pense qu'il y a des trucs à... Moi je pense qu'il y a un truc à voir, hein. Mais bon,
Je rentre dans la suroptimisation, je pense. Et je suis pas encore assez fort pour faire ça. Donc bon. Voilà pour les tips. Avant-dernière épreuve, les fentes, c'est sûrement là où j'ai fait le plus de bêtises dans ma préparation. J'ai vu cette épreuve un peu comme une épreuve de force, un peu comme le sled push, alors que pas du tout. C'est vraiment beaucoup plus endurant. Et ce qui va vous freiner, c'est pas votre force, mais juste votre capacité à endurer la douleur au niveau des jambes et votre facteur de congestion. Donc pour ça, il faudra bouffer des fentes dans toutes ces variantes possibles. Donc en volume, en intensité, avec différentes variantes. Donc je vais vous donner une liste de variantes qui peuvent être cool. Donc on a les fentes bulgares déjà pour commencer, qui sont très cool pour corriger un peu les asymétries. Les fentes au sandbag, donc c'est l'exo, c'est vraiment spécifique à l'Aerox, donc c'est forcément bien. Les fentes arrière pour un renforcement un peu plus général. Les fentes en front track, donc c'est quand vous avez une barre ou un poids devant vous, ou en Zercher, c'est un peu le même principe avec un poids devant. Ça vous renforcera beaucoup avec un accent un peu plus sur la face antérieure de vos cuisses, tout en ayant un gros travail sur le maintien de votre buste qui est très important, notamment sur l'exercice qu'on va voir juste après des wall balls. Et pour finir, des fentes marchées qui en vrai peuvent être cool si vous avez envie de taffer votre grip en même temps de vos fentes. Donc pour résumer rapidement, ce sera très peu probable que vous manquiez de force sur les fentes. Faites 100 mètres de fentes marchées avec le poids de l'épreuve et posez-vous la question si ce qui vous arrêtait ou ce qui vous donnait envie d'arrêter, c'était plus une douleur au niveau des jambes, une congestion, ou si c'est vraiment une question de force et qu'en fait vous n'arrivez plus à monter. Du coup, comme je vous dis, ce sera très souvent plus la douleur et la congestion au niveau des jambes qui va vous arrêter. Auquel cas, il n'y a pas trop d'intérêt à faire de la force au niveau des fentes. Et si c'est l'autre cas où c'est plus au niveau de la force que ça pose problème, le renforcement, ça restera quand même très important pour vous. Sinon, bouffez juste beaucoup de fentes en circuit avec beaucoup d'autres exos au niveau des jambes pour que vous vous habituez à la congestion, vous soyez un peu plus endurant et que vous soyez plus rapide sur vos fentes. Au niveau de la technique, restez bien droit au niveau de votre buste. Vos lombaires, ils prennent déjà assez cher avec toute la course, les sleds, le rameur, le skieur et les wall balls qui vont arriver. Faites de grands pas, n'hésitez pas à limite faire de trop grands pas, ça vous enlèvera un bon nombre de fentes à faire à la fin des 100 mètres. Trouvez une distance qui sera pas trop désagréable, mais un peu quand même. Et pour être plus stable sur vos fentes, prenez un peu large au niveau des pieds. Plus il y aura de surface entre vos deux pieds, plus vous serez stable. Dernière épreuve, l'épreuve ultime, les wall balls. Sans wall ball après plus d'1h20 pour la majorité d'entre nous. L'épreuve est facile, c'est juste la faire après l'entièreté de la course qui la rend dure. Tout va vous crier à l'aide, le cardio, les jambes, le haut de votre corps. Généralement, ce qui va lâcher en premier, c'est les épaules. Puis le cardio, c'est rarement les jambes qui vont lâcher en premier. On va chercher à renforcer vos épaules et votre cardio. On va chercher à bosser les wall balls toujours sous fatigue. C'est ce qu'on aura le jour de l'épreuve de toute façon. Personnellement, j'ai déjà réussi à faire 50 wall balls à 9 kg sans m'arrêter après une simulation de moitié d'aéroc. Le jour de l'épreuve à Berlin, après 1h15 d'effort, j'ai pas pu en faire 25 à 6 kg qui rend l'épreuve difficile, c'est vraiment l'impact de tout ce qu'il y a avant. Donc voilà pourquoi il faut les bosser sous fatigue. Bon, au niveau des tips sur les wall balls, il y en aura deux très importants. Comme je l'ai dit, les épaules, c'est ce qui va vous lâcher en premier. Ce sera de relâcher un peu vos épaules une fois que vous avez jeté la balle. Cette astuce, il faudra la pratiquer pas mal. Pas garder vos bras complètement tendus. Ça fait que vos bras reviennent un peu de justesse et donc vous mangez un gros impact. Si vous gérez mal et que vous amortissez pas comme il faut, ça peut plus vous distraire et vous fatiguer qu'autre chose. Ce qu'on veut éviter sur les wall balls, c'est les no-reps. Donc apprenez à bien amortir la balle avec votre bas du corps plus que votre haut du corps. Ensuite, deuxième tip, c'est un tip que je suis en train de commencer à apprendre, qui me paraît un peu compliqué. Je pense que c'est un peu de la suroptimisation. Commencer son squat avant même que la balle nous soit tombée dessus. En fait, ça va nous permettre de juste gagner un peu de temps, pas attendre que la balle soit contre nous pour commencer notre squat. Ça nous fait gagner quelques millièmes de seconde à chaque répétition, mais multiplié par 100, ça fait quand même une bonne diff. En plus, c'est un peu en lien avec la première astuce où en fait on commence à amortir la balle avec notre bas du corps plutôt que le haut du corps. Donc voilà. Et dernier tip archi important que j'ai oublié de vous dire, auquel j'ai repensé pendant l'illustration, c'est un truc que tout le monde ne pourra pas faire parce que ça demande une grosse ouverture thoracique et un maintien au niveau du buste. Ce sera d'avoir le buste le plus droit possible en fait pendant vos wall balls. Avoir un buste droit, ça va moins vous taxer les lombaires, vous serez plus en position de force, vous gardez tout le temps la même trajectoire. Donc même pour viser, vous lâchez jamais la cible des yeux, ce sera beaucoup plus facile. Si en fait vous n'avez pas une ouverture thoracique assez forte et un maintien dans votre tronc, vous allez faire des trucs comme ça. Et donc vous doutez bien que c'est pas précis, vous allez faire des no-reps, ça va vous détruire les lombaires. Et même je pense que le mouvement est juste pas sain. Donc essayez vraiment le plus possible de garder une ouverture thoracique ici bien engagée pour pouvoir viser. Parce que forcément, si vous commencez à faire des trucs comme ça, vous allez perdre de l'énergie, vous allez faire des no-reps, vous allez sûrement vous blesser à long terme. Donc voilà. Donc bien sûr, tout ce qui sera renforcement au niveau du haut du corps sera très important. Développer couché, développer militaire, les deux exos rois pour le haut du corps, ça restera les meilleurs exercices pour les wall balls. Je vais vous donner une séance que j'aime bien faire pour renforcer mes wall balls. Du bench, donc du développé couché, pour développer sa force maximale et créer de la fatigue pour le reste de la séance. Ensuite, on aura un petit circuit avec 20 pompes desktop, donc c'est-à-dire avec une petite pause d'une demi-seconde en haut. Entre 12 et 15 skull crushers, donc pas mal en volume pour aller taxer les triceps. Et enfin, des wall balls assis, comme ça, on a vraiment un renforcement au niveau des
épaules et les jambes ne sont pas sollicitées. Et après on peut finir avec un petit énorme, donc thruster wall ball. Là le but c'est vraiment de mettre des thrusters assez lourds pour venir commencer à taxer les jambes et bien taxer les épaules pour ensuite finir sur des wall balls qui sont sous pré-fatigue, comme on appelle ça. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup votre cardio qui va rentrer en jeu. Donc pour ça, tout type de cardio sera le bienvenu, mais pour moi la soul bike, il y a vraiment un gros intérêt. On crée de la fatigue dans les jambes et le haut du corps. Un circuit bête et méchant combinant assaut bike et wall ball, ça peut clairement faire le taf. Après c'est à vous d'être imaginatif au niveau des entraînements, mais je vous ai quand même donné un petit exemple histoire de. Bon, et bah voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, elle est assez longue, mais c'est une de ceux que j'ai préféré faire. Donc, je suis content. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, commentez, ça vous prend quelques secondes et moi ça me soutient énormément, c'est quand même pas mal de taf ces vidéos. Et je sais pas pourquoi, là je suis dans un bon mood en ce moment. Là j'ai essayé pas mal depuis un moment de faire des formats short, je me rends compte que c'est pas du tout ce que je kiffe faire. Donc on va essayer de bombarder beaucoup plus sur YouTube, s'investir plus sur les vidéos long format, parce que c'est ce que je kiffe le plus faire. Et je pense que je suis un peu plus doué dans cette pratique, on va dire. J'ai une envie de faire 2 vidéos par mois, donc une vidéo toutes les 2 semaines. Je sais pas si le rythme va pouvoir être tenu avec mes quasiment 15 heures d'entraînement, mes coachings. Mais bon, on va essayer. Normalement, ça devrait se faire. Je pense pas que ce soit impossible. Voilà, on va essayer de tenir ça. On va bombarder sur YouTube. Je vous prépare des petits trucs vraiment cool, des petits tutos par-ci par-là. Je vous emmènerai un petit peu dans mes entraînements pour devenir encore plus fort en Aerox. Et j'espère que vous suivrez tout ça, que ça vous plaira. Donc je vous rappelle, si jamais vous kiffez ce que je vous propose, likez, abonnez-vous, ça vous prend que quelques secondes. Commentez si vous avez envie de dire un petit truc, que ce soit sur la qualité de la vidéo, si vous avez des questions à poser sur le sujet dont on a traité aujourd'hui. Et voilà, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe. Et on se revoit pour une prochaine vidéo.